Faut le mettre comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous allons terminer cet après-midi en nous intéressant à un point de vue économique et à un fait d'actualité, le développement des réseaux de boulangerie. On peut citer Marie Blecher, on peut citer Ange, Poulaillon, Eric Kaiser. Pourquoi cette émergence? Comment ces réseaux se développent-ils? Quel est le modèle économique et l'avenir des réseaux de boulangerie? Nous allons en parler pendant les 30 prochaines minutes avec notre expert, Philippe Godard. Bonjour Philippe. Vous êtes délégué général du Centre d'études de la boulangerie. Je crois qu'on peut directement attaquer dans le vif en se disant comment ces réseaux émergent et qu'est-ce qui fait leur succès si fulgurant, parce que c'est vrai que les boutiques s'ouvrent à une vitesse impressionnante. Alors en effet, en France, on assiste depuis quelques années, c'est très récent, 3-4 ans, pas plus, donc à l'émergence de nouveaux réseaux de boulangerie. Qui s'installent dans toute la France à un rythme assez fort. Vous avez cité, bon, bien sûr, il y a des Ange, Louise, Marie Blacher, mais vous avez aussi des artisans qui développent des réseaux de magasins sur leur propre zone. Il y a La Panière, il y a, on peut citer ici Michel Galloyer qui existe depuis très longtemps. Enfin voilà, donc il y a un certain nombre de réseaux qui sont en train de bousculer le paysage de la boulangerie française. Et d'où viennent-ils, tous ces acteurs? Parce qu'on a l'impression qu'ils sortent de nulle part, et arrivent avec une, puis deux, puis trois, puis 10 boutiques. Alors, c'est un des traits de cette mutation. Il y a de nouveaux entrants dans la profession qui ne sont pas forcément des boulangers au départ, qui sont plutôt des entrepreneurs. Alors, les entrepreneurs sont prêts à prendre des risques plus importants et surtout, ils sont un peu décomplexés par rapport à des idées nouvelles. Alors, ce qu'ils apportent, c'est davantage de marketing, de géomarketing, de techniques de vente. Ils sont peu soucieux aussi de politique d'achat. Ils forment leur personnel. Ils sont sur des politiques commerciales, on va dire, un peu plus agressives, mais dans le bon sens du terme. Donc, ils bousculent bien sûr un peu les codes de l'artisanat traditionnel. Alors, je voudrais aussi ajouter 2 choses. La première, c'est que on dit que le chiffre moyen, alors c'est un chiffre moyen, mais le chiffre moyen des boulangeries artisanales en France est de à peu près 300 000 euros par an. Je parle en euros. Pour moi, une boulangerie qui fait moins de 300 000 euros est condamnée à terme. C'est un peu difficile de dire ça, mais pour différentes raisons. La première raison, c'est que si vous voulez vous installer, si vous voulez créer une boulangerie digne de ce nom, et je parle de boulangerie, les investissements vont tourner très rapidement autour de 500 000 euros. Donc les banques, il faut qu'elles vous suivent. Et on est dans des modèles économiques où malheureusement ça va coincer. Donc il y a tout le paysage de la boulangerie française qui est un petit peu en profonde mutation et qui doit se remettre en cause. Deuxième chose, c'est que, et ceci explique cela, les consommateurs français changent, c'est-à-dire que leurs habitudes et leurs attentes en matière d'alimentation et plus spécifiquement en matière de boulangerie, de pâtisserie, de viennoiserie et snacking, il ne faut pas l'oublier, sont en train de changer à la vitesse grand V. Le snacking aujourd'hui représente 30 à 40% du chiffre d'affaires des boulangeries, y compris des boulangeries traditionnelles. Donc on ne peut plus raisonner en termes de pain, de savoir-faire pain, économiquement ça devient difficile. Et du coup, qu'est-ce qui fait le succès de ces boulangeries? Qu'est-ce qui les porte? Les boulangeries, donc les enseignes, les marques, les enseignes qu'on a évoquées, c'est assez simple, je vais être un peu réducteur. En fait, ils gardent les codes et pour respecter la loi, la plupart, pour garder l'appellation boulangerie, font le pain sur place. Donc le pain est fait sur place, donc on peut mettre l'étiquette boulangerie sur la façade. En revanche, et la loi le permet, les autres produits, donc la pâtisserie, la viennoiserie, la sandwicherie, voire même d'autres produits traiteurs, vont être achetés à d'autres acteurs que l'on dit industriels, mais il y a une offre très très large aujourd'hui sur le marché français. La deuxième chose, c'est qu'ils ont emprunté par exemple des techniques aussi de vente à la GMS, il faut bien parler de la GMS, qui même si elle a un petit peu bousculé pas mal de monde, est assez rodée en termes de techniques de vente, de promotion, de merchandising, de mise en rayon, etc. Sans parler de formation du personnel. Donc ils adoptent un petit peu toutes les bonnes recettes qu'on peut trouver soit chez l'artisan, soit chez un réseau, soit en GMS. Donc en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que l'idée est de proposer comme une qualité relativement satisfaisante, des produits qui sont plutôt de bonne qualité, avec une façade d'artisanat
et des codes de GMS, et ce qui fait que cet intelligent mélange séduit aussi voilà, un maximum de consommateurs qui trouvent... Oui, oui, tout à fait. Alors, par exemple, alors, bien sûr, on peut le déplorer, on peut porter du jugement. Moi, je ne porte pas de jugement, ni sur la qualité des produits, ni sur même les promotions. Il y a les promotions un petit peu envahi les rayons des boulangeries, mais on vit dans un univers qui fait ainsi. Aujourd'hui, on vit dans un univers de promotion, de fidélisation, un univers concurrentiel très très fort, puisque n'importe qui peut ouvrir une vraie ou une fausse boulangerie. Donc, il faut en tenir compte. Après, il faut quand même se battre avec des armes qui fonctionnent. Il faut aussi avoir un point de vente qui corresponde à une zone de chalandise qui fonctionne aussi, et adapter ses produits par rapport à ses clients. D'ailleurs, par exemple, les chaînes qu'on a évoquées vont faire du pain, mais par exemple avec des gammes de pain assez courtes, pas forcément 30 ou 40 pains de variétés de pain différentes. Donc bien sûr, il y a un souci économique, il y a une logique économique, et on s'adapte par rapport à sa propre clientèle qui peut être très différente en fonction des villes, des quartiers, des âges, enfin, etc., etc. Ça, c'est un point fort du réseau, enfin une boulangerie de réseau, que l'artisan n'a pas, s'adapter à sa clientèle, la regarder et puis proposer les produits en fonction. Oui, oui, oui. Alors, j'accable pas du tout l'artisan, parce que l'artisan n'a pas été, alors je parle pour les plus anciens, mais l'artisan n'a pas été formé à ça. L'artisan a été formé, on le ressent, on le voit tous les jours, et l'artisan a été formé pour faire du bon pain, hein, pour produire bien, et du bon pain, des bons croissants, etc., etc. Donc il n'est pas forcément formé à suivre les tendances, à changer de lieu de son point de vente parce que la sociologie de sa ville a changé, etc. Donc les plus jeunes, il faut les former à ça pour qu'ils s'adaptent. Il faut s'adapter donc aux évolutions, et qui sont assez rapides, ce que j'ai dit en préambule. Depuis 3-4 ans, on assiste à une accélération très nette des modes de consommation en France. Mais parce que, en fait, ce que vous nous disiez peut paraître aussi paradoxal, parce que d'un côté, on nous dit qu'il faut développer les gammes pour avoir des gammes de plus en plus larges, et de l'autre côté, vous nous parlez des gammes plus courtes. Alors, où se trouve le curseur à ce moment-là ? C'est-à-dire que le boulanger a déjà des gammes plus larges, parce qu'un boulanger, il y a 30 ou 40 ans, il vendait du pain, du croissant, de la pâtisserie un peu classique, si vous voulez, hein, on va dire la tarte aux pommes, aux fraises, le flan, éventuellement le millefeuille. Mais aujourd'hui, la gamme s'est élargie, parce que le boulanger, il doit vendre du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Et entre la viennoiserie et la pâtisserie, vous avez par exemple ce qu'on appelle la pâtisserie américaine. Les plus jeunes sont plutôt friands et je ne porte pas de jugement loin de là, mais ils sont plutôt friands et demandeurs qu'on appelle ça de brownies ou de cookies que de flan. Donc la gamme s'est élargie. Après, dans chaque segment, il faut adapter chaque famille de produits, il faut un petit peu adapter ses produits par rapport à sa propre clientèle. Et ce qui fait le succès de ces réseaux de boulangeries, c'est aussi leur positionnement à l'extérieur des villes. Donc le parking, un accès facile, c'est ça qui les porte ? Alors la boulangerie reste et restera pour moi un commerce de proximité, mais la proximité, si elle est inaccessible, c'est plus la proximité. Alors forcément, si vous êtes dans une ville comme Paris, Lyon, Bordeaux, enfin les grandes villes françaises, en centre-ville, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a des quartiers piétons, etc. Dans les villes moyennes ou les villes qui se vident, parce que malheureusement en France, il y a des villes qui se vident, il y a des régions qui se vident, ça devient très difficile. Et vous savez, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la sociologie des villes a évolué et va continuer d'évoluer. Et malheureusement, là je le déplore, on vide les centres-villes au profit de périphéries, des centres commerciaux, etc. Le Français va là où il peut se garer, il peut faire ses courses, où c'est facile. C'est du bon sens, hein. Est-ce que c'est rassurant pour le consommateur et de ce fait, ça porte aussi les réseaux, c'est de retrouver une marque qu'il aime ? Donc, je veux dire, d'aller dans une ville, de trouver un Ange, d'aller dans une autre ville, de retrouver cette... voilà. Ça va le rassurer, ça ? C'est pour ça que... Oui. Je pense que le consommateur, quel qu'il soit, y compris dans l'alimentaire, peut s'attacher à une marque et être rassuré par une marque. Il faut savoir que la marque qui est la plus... je ne devrais pas le dire ici, mais la marque qui a le meilleur taux de notoriété en France, c'est Picard. C'est le numéro 1. Picard, c'est du surgelé. Et c'est une marque qui arrive avant toutes les marques, avant la FNAC, avant tout le monde. Donc, quand une marque s'impose avec un niveau de qualité, etc., et qu'on peut trouver le même pain ou le même croissant ou le même produit de Marseille à Lyon jusqu'à Lille, je pense que ça peut fonctionner. Et comment est-ce qu'on base son développement ? Parce que c'est vrai que réseau veut dire plusieurs boutiques. Généralement, on a le sentiment qu'il faut en avoir le plus possible. Comment est-ce qu'on se développe ? En succursale, en licence de marque, en franchise ? Alors pour moi aujourd'hui, tout fonctionne.
Après, il y a des différences assez importantes entre développer un réseau de franchise ou développer sa propre entreprise à travers en commerce associé ou en étant propriétaire de ses murs. C'est une question d'investissement et puis de rapidité. Ça dépend à quelle vitesse on veut développer son propre réseau. La franchise, alors les Français sont... Vous savez que la France est un des premiers pays de franchise depuis très longtemps, dans tous les domaines. On arrive après les Américains. Donc les Français adhèrent à la franchise. Alors le franchiseur, il faut qu'il ait un concept très fort. Et puis son souci, ça va être de trouver des très bons franchisés, parce qu'on est sur des contrats commerciaux très stricts, et qu'il maîtrise, qu'il contrôle le développement. Il faut que ces franchisés respectent son concept. Voilà. Évidemment, c'est plus facile quand on est propriétaire de ses murs et de ses salariés. Mais quelqu'un qui a un concept très très fort peut se développer assez rapidement. Est-ce que c'est le secret, le développement rapide? C'est le premier qui arrive qui gagne? Oui, alors la question c'est de savoir si c'est le plus gros, ou le plus rapide qui va s'imposer. J'ai une réponse à 2 étages. Je pense que c'est le plus rapide qui peut s'imposer parce que dans le commerce, il faut aller assez vite. Alors il y a eu des précurseurs comme Paul, Michaeline, il y en a d'autres. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une nouvelle génération d'enseignes qui arrive et qui risque d'ailleurs de bousculer les anciennes enseignes, pardon. Donc il ne faut pas forcément être le plus gros, mais en fonction de ses objectifs, je pense qu'il faut être assez rapide, parce que c'est en train de muter très rapidement. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que... Mais j'ai perdu le fil. Je ne sais plus. Je ne pourrais pas vous aider parce que c'était votre fil à vous. Donc là, est-ce que c'est essentiel de se développer? Est-ce qu'il y a, on va dire, un nombre minimal et un chiffre critique? Est-ce qu'au bout d'un moment, si le réseau est trop dense, ça peut être dangereux? Non. En plus c'est grand, plus c'est difficile, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux aujourd'hui en France qui atteignent 200, 300, 400 boutiques, 400 magasins. C'est évidemment, là, il faut quand même une infrastructure, il faut être très structuré. On rentre quand même dans des économies très compliquées avec des milliers de salariés. Bon, ça c'est quand même plus difficile. Puis il faut que votre marque, votre enseigne, elle soit respectée partout. Non, je pense qu'on peut très bien... Quelqu'un peut se dire, par exemple, si on prend l'exemple de Feuillette, de Boréa, parce que Boréa est présent sur le salon, il ne vise pas à avoir 50 enseignes dans les 2-3 ans qui viennent. Une enseigne plus traditionnelle comme Poulaillon, qui est une entreprise familiale, aujourd'hui, ils ont 48 magasins, ce qui est bien. Ils sont que dans l'est de la France. Ils n'ont pas vocation à s'installer demain à La Rochelle ou à Brest. Ils essayent de maîtriser leur développement. C'est très important de maîtriser son développement. Ils l'ont fait. Alors, c'est un travail sur 20 ans. Vous voyez, je pense que c'est chacun son rythme en fonction de ses objectifs. En revanche, c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure, la nécessité, c'est d'atteindre le bon ratio par rapport à ses unités de production, si on a des unités de production, ou alors par rapport à sa politique d'achat. C'est l'une des clés de la réussite. Faut-il un concept différenciant, fort, ou on va dire simplement la mise en commun de tous les points que vous avez évoqués, donc une bonne technique de vente, un bon emplacement, parce que finalement, qu'est-ce qui distingue Ange de Marie Blachère, de Poulaillon? C'est des boulangers au final, j'ai envie de dire. Ils vendent du pain, ils vendent des muffins, ils vendent des tartes, ils font tous du snacking. Pourquoi les gens vont plus chez les uns que chez les autres? Je pense qu'il faut un concept différenciant, parce qu'en fait on a l'impression qu'on trouve les mêmes produits. Bien sûr, sur les noms génériques ce sont les mêmes produits, mais je pense qu'il faut des concepts très différenciants, et il faudra des concepts de plus en plus différenciants. Si par exemple on parle de Poulaillon, Poulaillon a créé la Morissette, qui est un petit pain un peu particulier. Ange propose une gamme de pain aussi qui est bien propre je ne porte pas de jugement, qui est propre à Ange. Alors après, je pense qu'il faudra se différencier, et pas forcément par le prix ou la couleur de la façade. Et je pense qu'à chacun, pour moi, il y a des enseignes qui sont trop généralistes. Il faut que chaque enseigne travaille, alors soit sur le pain, soit sur le sandwich, soit sur la viennoiserie, soit sur la pâtisserie. Je pense que ça va être une nécessité quand ce marché va un petit peu se stabiliser. Donc on réfléchit à son concept, on garnit un portefeuille, parce qu'il faut quand même un petit peu d'argent de départ. Et une fois qu'on a lancé la première boutique, on essaie de lever des fonds suffisamment importants pour en ouvrir quelques-unes avant de se développer de manière plus large par l'un des procédés que vous nous avez cités, notamment la franchise, si chère aux Français.
Oui, oui, il faut tester son concept. Et pour moi, le concept, c'est un mot un peu générique et galvaudé, mais c'est un tout. C'est-à-dire que c'est un produit, c'est un nom, c'est une marque, c'est une façon de la vendre, c'est une façon de communiquer, ce sont des valeurs, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de valeurs. C'est important, je ne l'ai pas évoqué, mais les enseignes, par exemple, Borea essayent de communiquer. Bon, ils ont un discours un peu complexe, mais qui est cohérent. On peut plus vendre n'importe quoi au consommateur, y compris si on vient chercher son pain tous les soirs. Ça, c'est une tendance de fond et qui va forcément, ça va forcément se concrétiser davantage. Et il y a aussi cette valeur que je souligne, c'est-à-dire l'image positive donnée aux clients quand ils arrivent. Oui, oui. Le pain est un produit. Alors, on va rester sur le pain, mais les produits de panification, ce sont des produits qui ont, comme encore aujourd'hui, une très bonne image en France, de naturalité, c'est un produit sain, c'est un produit de qualité. Pour moi, il faut qu'il y ait des très bons artisans qui doivent rester la référence. Ce sont à eux de montrer quel niveau de qualité et d'exigence tout le monde doit atteindre. Après, chacun va y aller avec ses moyens, ses objectifs, ses ambitions, sa façon de voir les choses et de les proposer à ses clients. Mais pour moi, il me faut un artisanat fort, même s'il sera peut-être moins nombreux, mais très qualitatif, afin de tirer tout le monde vers le haut. Pour moi, c'est une nécessité pour que tout le monde s'en sorte. Et dernière question, mais est-ce qu'un artisan aujourd'hui qui se dit, bon, je sens que ma boutique, j'aurais du mal à la tenir encore longtemps, est-ce qu'il a la capacité de se transformer et de devenir, allez, on va dire un petit réseau, d'avoir 4-5 boutiques et de faire quelque chose sur une région qui puisse le porter un peu? Vous posez une question un peu difficile. Un boulanger seul, je ne suis pas sûr que ce soit facile. Après, rien n'empêche des boulangers de s'associer. Et de monter un réseau. Alors évidemment, les boulangers sont très individualistes, comme beaucoup de commerçants. Après, rien n'empêche des boulangers de s'associer d'abord pour acheter en commun et ensuite de proposer, de se mettre en commun des moyens et voir une enseigne. Mais je ne connais pas d'exemple de ce type à ce jour. Merci beaucoup, Philippe Godard. Est-ce que vous voulez poser des questions à Philippe Godard? On va vous amener un micro. Bonjour. Bonjour. Donc, à un moment donné, vous parliez Parlez bien près du micro. de la première génération des franchises, donc Paul, etc. Et puis vous avez dit qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui va peut-être changer le modèle. Quelles sont alors les différences entre les premières et deuxième générations? Alors, les différences à ce jour, c'est par exemple les enseignes comme Paul, qui est une des plus anciennes. On peut citer aussi donc la Micaline, il y en a Brioche Dorée qui est un petit peu plus sur la restauration rapide. Alors, ce ne sont pas développés au départ en termes via la franchise. C'était un commerce intégré. Mais on restait dans une approche assez traditionnelle de la boulangerie, sans qu'il puisse s'appeler d'ailleurs boulangerie, parce qu'ils ne respectaient pas, par exemple, la fabrication du pain sur place. La nouvelle génération, souvent part de... Alors il y a des fois des investisseurs, ce ne sont pas forcément des histoires familiales, ce sont souvent des investisseurs, mais pilotés par des entrepreneurs. Alors ceci dit, Francis Solder, c'est un entrepreneur, André Barthaud, c'est un vrai entrepreneur aussi, qui ont pris plus le temps. Ils sont quand même des réseaux qui sont développés sur 20 ou 30 ans. On est sur une génération. Les nouveaux, à mon avis, ils ne raisonnent pas en termes de 20 ou 30 ans, sont plus pressés, parce que les investisseurs qui sont avec eux, à mon avis, sont plus pressés aussi pour avoir un retour sur investissement. Et puis, comme je l'ai dit, les choses vont beaucoup plus vite aussi. Ceci doit aller avec cela. Mais ce qui change, c'est que les nouvelles enseignes, en fait, se disent on veut s'appeler boulangerie, donc on fait le pain sur place, on respecte la loi, la réglementation. En revanche, les autres produits qui ne rentrent pas dans le cadre de la réglementation, là, on va sous-traiter parce qu'on ne sait pas forcément tout faire, ou alors peut-être économiquement ça va être moins intéressant, mais souvent on ne sait pas tout faire, donc on va acheter la viennoiserie ou la pâtisserie ou le sandwich. Mais par exemple, il y a des enseignes qui vont faire, alors aujourd'hui, il y a des enseignes qui vont faire le sandwich sur place, par exemple. Ce sont des choix, des choix stratégiques par rapport à sa propre clientèle. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? On vous amène un micro.
Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'avais une petite question par rapport à la GMS. Donc, vous disiez justement que les filialistes s'inspiraient beaucoup des techniques de commercialisation de la GMS. Qu'en est-il pour le coup de la GMS, qui a souvent aussi des points de vente et qui a de plus en plus de mal quand même à se développer sur le créneau de la boulangerie? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Je me garderais bien de donner des conseils, mais oui, j'ai pas beaucoup parlé de la GMS, mais j'aurais pu en parler. Alors bien sûr, par exemple, les artisans reprochent aux nouvelles enseignes, on leur dit oui, mais vous utilisez les techniques, les méthodes de la GMS avec des promotions, de la fidélisation, etc., etc. Il faut savoir que les nouvelles enseignes qu'on a évoquées, en fait, bousculent aussi la GMS, autant que les artisans. J'ai des fois des retours là-dessus. Et par exemple, mettez un Blacher ou un Louise en face d'une enseigne type Intermarché Leclerc, ça leur fait du mal. Hein. Pour moi, 2 raisons. La première, c'est que, évidemment, quand on est un peu tout seul, on a tendance à s'endormir. Et donc, la GMS, à mon avis, a deux soucis. C'est une image un peu de produits qui ne sont pas forcément qualitatifs toujours. Et troisièmement, une notion de service. C'est-à-dire que les produits sont mis en rayon, mais il n'y a pas de lien avec le consommateur. Alors, j'ai entendu ça hier et avant-hier justement sur le salon. Il y a des enseignes de GMS, qui commencent à réagir et qui, dans les coins boulangerie, traiteurs, sandwich, commencent à mettre du personnel pour proposer aux clients, qui pourtant sont des clients qui passent avec le caddie, etc., mais pour essayer de leur proposer tel type de pain, tel type de produit, etc. Donc la GMS est en train de répondre. Après, ils sont un petit peu prisonniers des propres articles qu'ils vendent, sachant que certaines enseignes fabriquent, d'autres ne fabriquent pas. Donc, mais ça, depuis très longtemps, la GMS a un problème d'image. Alors certes, et toutes les enseignes n'ont pas vraiment réagi de façon totale. Mais à mon avis, elles vont commencer à réagir là-dessus. On m'a cité un exemple aujourd'hui. Alors c'est Monoprix, je cite Monoprix, mais j'ai un Monoprix à Paris, Monoprix et les Halles. Ils font 13 000 € par jour au rayon sandwich traiteur. 13 000 €. Et ils ont mis, alors on est aux Halles, on est au cœur de Paris, mais ils ont mis en place, alors moi je ne l'ai pas vu encore, mais on me l'a présenté, ils ont mis en place tout un coin avec une offre qualitative et donc du personnel qui propose et qui répond aux demandes du client. Et ça, c'est une des réponses. Merci. Une dernière question? Plus de questions? Si? Pardon. Nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question en fait pour voir justement l'évolution. On voit que la consommation de pain diminue d'année en année. On s'oriente vers des pains de plus en plus qualitatifs. On est en train de voir l'essor du bio. Et un peu, quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que ça va tendance à avoir un développement beaucoup plus important, ou est-ce que vous allez penser que justement les artisans boulangers actuels continuent à rester sur un modèle plutôt conventionnel? On voit aujourd'hui de plus en plus, ils commencent à avoir dans des boulangeries, à avoir une référence bio, à étoffer leur gamme. Quelle est votre vision et votre perception là-dessus? Il y a plusieurs approches. Ce que je peux dire, c'est que 3 choses. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, y compris pour les artisans. Deuxièmement, il y a quand même des artisans qui réagissent et qui réagissent bien, qui se remettent en cause et il y a des très bonnes, il y a des belles boulangeries, il y a des belles affaires, et il y a des belles réponses par rapport aux consommateurs. Et troisièmement, par rapport au bio. Alors le bio, pour moi, c'est une tendance qui existe, qui est assez lente, mais qui reste quand même assez marginale. Il faut savoir que c'est 2 à 3% du total du marché aujourd'hui. En termes de volume, je ne parle pas en valeur, mais de farine, etc. Et ça ne va pas passer en 2-3 ans à 10%. Après, c'est des stratégies. Alors, un boulanger peut jouer la carte du bio parce que c'est qualitatif. Voilà. Mais après, est-ce qu'il y a un vrai marché? Je reste assez prudent. Merci. Merci de votre attention.
C'en est terminé pour aujourd'hui et terminé pour ce Forum européen. Merci de nous avoir suivis avec autant d'attention et aussi nombreux. Merci d'applaudir effectivement Philippe Godard, délégué général du Centre d'études de la boulangerie-pâtisserie. Merci à vous Philippe d'avoir passé ces 25 bonnes minutes, voire 30 minutes avec nous. Merci de votre fidélité. On vous souhaite une bonne soirée. On vous donne rendez-vous, on l'espère, en 2020. Et oui, le temps passe vite pour un nouvel Européen. Et merci à toute l'équipe qui a permis à ce forum d'exister, autant pour l'accueil, le son, l'image. Merci à vous tous. Ce fut un plaisir de collaborer avec vous.